C'est un réel plaisir de vous informer ce mardi 30 mai 2023. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, place au titre de l'actualité. Grogne sociale, les grandes écoles revendiquent de meilleures conditions et souhaitent que leur cas soit véritablement étudié. Et puis au Sénégal, la police met fin à la caravane d'Ousmane Sonko. L'opposant sénégalais a été arrêté puis assigné à résidence. En sport, championnat du monde de taekwondo à Bakou en Azerbaïdjan. 3 Gabonais sur 6 sont déjà éliminés de la compétition. Mouvement de grève ce matin au ministère de la fonction publique. Les enseignants issus de la 26e promotion des grandes écoles réclament entre autres de meilleures conditions, leur immatriculation également. Chimène Indon pour plus de détails. Ils veulent que nous servions de chair à canon. C'est dans un contexte de ras-le-bol que la 26e promotion des enseignants sortis des grandes écoles ENIL, ENES, l'INGS ont tenu en cette matinée un sitting à la devanture du ministère de la fonction publique. La 26e promotion de l'école normale supérieure est précarisée. Elle est exposée à non seulement la précarité, la misère, la dépression et même la mort. Ces enseignants qui ne sont pas à leur premier mouvement d'humeur ont jugé utile de refaire surface pour montrer leur mécontentement face à la non-considération de leurs revendications. Nous avons eu des échanges lors de notre dernière rencontre, sinon avant-dernière rencontre avec le ministre. Elle nous faisait valoir le traitement des situations administratives de 2 promotions qui nous précédaient. J'entends par là la 24e et la 25e promotion. Elle disait ces promotions, les situations administratives de ces promotions allaient être traitées dans les meilleurs délais. Et qu'en ce qui concerne notre promotion, dès le mois d'avril, on allait techniquement être satisfait. J'entends par là, mieux encore, parce qu'elle disait on allait être agréablement surpris. Malheureusement, c'est désagréable de voir ce qu'il en est aujourd'hui. Là où le bas blesse, c'est que certains enseignants de la même promotion ont déjà trouvé satisfaction. Pourtant, l'article 6 de la loi numéro 14/2005 du 8 août 2005 portant code et déontologie de la fonction publique dispose que toutes les administrations, tous les services et tous les établissements publics doivent observer à tous les niveaux l'égalité de traitement de tous les usagers, notamment les personnes se trouvant dans une situation semblable, doivent faire l'objet d'un même traitement sans distinction aucune. Et comment comprendre qu'aujourd'hui, il y a des collègues qui sont pris en compte et d'autres pas, mais ils appartiennent curieusement à la même promotion. Si le gouvernement continue de jouer à la sourde oreille, ces derniers disent enfoncer le clou dans les jours qui suivent. Et puis les grévistes qui observent un mouvement de grève au ministère de la fonction publique interpellent entre autres le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, garant des institutions et le seul à même de trouver des solutions idoines à leurs différentes difficultés. Regardons. Je ne serai heureux que si les Gabonais sont heureux. Mais monsieur le président de la République, et là je regarde droit à la caméra pour dire, malheureusement vous n'aurez pas ce plaisir, monsieur le président de la République. Parce qu'il y a des compatriotes qui moisissent dans la misère, et ce depuis plus de 2 ans. 3 ans pour d'autres. Parce que effectivement, votre gouvernement milite pour la précarisation de ces différentes promotions, de sorte que nous puissions aujourd'hui, et nous pouvons l'affirmer, servir de chair à canon, d'instruments de manipulation des acteurs politiques. Et oui, parce qu'on a sollicité nombre de mes collègues ici à se faire enrôler pour 5 000 francs et d'entreprendre des voyages périlleux. Si nous avions nos droits, nous devions en temps normal ne même pas regarder cela. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que notre pays ne milite pas pour l'éducation. L'éducation est négligée. Et pour ce faire, nous interpellons le président de la République pour qu'il intervienne par rapport à cette situation parce qu'il est le chef suprême des armées et aussi le chef de l'État. Alors pour ce faire, nous allons dire au président de la République, si vous ne voulez concrètement pas que nous servions de carburant à celles et ceux qui militeront pour le chaos et la division pour ce pays, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez le devoir de, n'est-ce pas, intervenir par rapport à la situation.
Et puis, le palais de justice de Libreville a servi de cadre pour abriter la conférence de presse du syndicat national des magistrats du Gabon. Une rencontre qui fait suite au mutisme des hautes autorités face à la situation socio-professionnelle de ces hommes et femmes de justice. Regardons. Depuis le 21 décembre 2022, date du début de la grève des magistrats, la situation reste au point mort. Malgré les nombreuses interpellations à l'endroit de la tutelle, le mutisme semble prévaloir. Occasion pour les hommes en toge de faire le diagnostic de leur situation. Notre justice est malade, tant dans son organisation que dans son fonctionnement. Les magistrats, chargés de dire le droit, sont relégués au second plan des priorités du gouvernement. La durée de cette grève inédite en est la parfaite illustration. Une situation de blocage qui pourrait avoir des lourdes conséquences sur les usagers si une solution adéquate n'est pas trouvée. Peut-on parler de démocratie dans un pays avec un appareil judiciaire complètement lambeau? Plus que 30 jours, et nous serons en vacances judiciaires conformément au texte en vigueur. Si rien n'est fait dans l'urgence, nous nous acheminons inexorablement vers une année judiciaire blanche, ce qui serait inédit dans notre pays. Doit-on remettre à l'année prochaine la satisfaction de cette revendication? Face à cette situation, le SINAMAG s'en remet au chef de l'État en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Nous invitons respectueusement le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, garant du fonctionnement régulier de la justice et de son indépendance, à se saisir personnellement de ce dossier pour permettre aux magistrats de reprendre du service afin de mettre terme au dysfonctionnement de cette institution essentielle à notre République. Soucieux des conséquences incalculables que cette crise a sur la population et les auxiliaires de justice, nous invitons respectueusement le président, son Excellence, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, garant du fonctionnement régulier de la justice et de son indépendance, à se saisir personnellement de ce dossier pour permettre aux magistrats de reprendre du service afin de mettre un terme au dysfonctionnement de cette institution essentielle à notre République. Selon certaines sources autorisées, les magistrats gabonais feraient partie des moins rémunérés du continent noir. C'était un reportage de Maya Medza. On parle à présent de signalisation de la route et de marquage au sol avec la détérioration de la signalisation marquant le passage piéton. C'est au quartier PK6, une situation assez dangereuse pour les usagers. C'est un constat de Ruth Matsanga. Regardons. Depuis plusieurs mois, on assiste progressivement à la dégradation des indications routières, permettant la bonne circulation des usagers. Une situation qui met à risque les usagers de cet axe routier. C'est un danger parce que bon, lorsque ça s'efface comme ça, normalement la mairie, c'est la mairie non, qui est chargée de ça, ils devraient refaire, ils devraient repeindre, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne constate rien. Dernièrement, j'ai assisté à un accident là, il y a mon ami qui s'est pris un véhicule là, parce qu'ils n'ont pas respecté les normes. Invisibles ou presque, les marques de signalisation de cet axe peinent à être respectées par les automobilistes. On est obligé de faire nous-mêmes la police pour faire traverser les piétons. Parce qu'ici, ils ne respectent pas le code de la route. À la fois passée, ils ont tué une personne ici. Maintenant, nous-mêmes, on a pris l'engagement de faire traverser les gens. Rappelons que pour la traversée, un passage clouté est une partie de la route aménagée afin de permettre aux piétons de circuler en toute sécurité sur la chaussée.
On parle à présent de construction de la passerelle du Carrefour Sni. C'est un quartier situé dans le premier arrondissement de la commune d'Ovendo par le ministère en charge des travaux publics, des équipements et des infrastructures. Un chef-d'œuvre qui va devoir faciliter la traversée des piétons. Lorraine Biyengue pour plus de détails. L'avancement des travaux de la passerelle du Carrefour Sni, située dans le premier arrondissement de la commune d'Ovendo, se passe dans de bonnes conditions. Voilà, comme vous le constatez, ici nous sommes en train de réaliser la construction de la passerelle piétonne. Déjà, qui se passe bien, voilà, les travaux se passent bien, les travaux avancent et voilà, comme je veux dire. À cet effet, le travail avec les piétons n'est tout de même pas facile. Il faudrait plus de rigueur et d'attention afin que les usagers ne soient pas exposés à des risques d'accident. Mais vous savez que travailler avec des riverains, c'est pas facile. Déjà, il y a la population qui est là, on doit vraiment faire attention. Il faut vraiment diriger les riverains quand nous travaillons. Nous mettons en place toute la disposition possible de manière à ce que nous puissions travailler dans les bonnes conditions et que nous puissions également protéger toutes les personnes qui passent autour. Avec les pluies qui s'abattent très souvent dans la zone, cela constitue un handicap pour que ceux derniers puissent exercer leur activité en toute sécurité. Quand il y a la pluie, nous sommes obligés de cesser d'abord, on cesse, mais après on reprend. C'est vrai que ça nous retarde un peu, mais on fait avec en fait. La construction de cette passerelle vient au moment où les populations en ont le plus besoin. Nous restons sur la construction de la passerelle du Carrefour Sni, mais cette fois-ci pour prendre les différents avis des populations aux alentours sur les bienfaits de cette passerelle. Regardons. Pour la construction de la passerelle du Carrefour Sni, c'est une bonne chose, c'est une belle initiative parce que ça permet de traverser en toute sécurité, ça évite surtout d'accidents. Parce qu'au Carrefour Sni, on a enregistré plusieurs accidents. Ça va éviter énormément les embouteillages aussi. Voilà ce qui fera que les piétons vont traverser en toute sécurité. C'est une bonne idée que vous avez trouvé à faire. Ici, ça se passe beaucoup des accidents ici, mais l'an dernier, il y a eu un accident qui s'est passé ici, tout ça là, à cause de passeriers, il n'y a pas de passerier ici qui cause tout ça là. Mais maintenant qu'ils sont en train de faire, c'est des bonnes choses. Donc vraiment, les populations de Vendo seront maintenant satisfaites avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est déjà une bonne chose. Ça facilitera, ça va faciliter la traversée des piétons. C'est une bonne chose, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Une note triste dans ce journal pour parler de l'assassinat de Dina Bongo. La dépouille est arrivée ce vendredi 26 mai à Libreville et sera inhumée le 3 juin prochain dans la zone nord de la capitale gabonaise. Un programme annoncé par les parents de la victime. Roland Djakou pour plus de détails. La maman de Gina, Danis Dina Bongo Ibwanga, a le cœur meurtri et ses larmes attestent la tristesse qui y réside depuis l'annonce du décès de sa fille il y a 3 mois à Karabouk. Arrivé vendredi dernier à l'aéroport international Léomba, le corps de la jeune étudiante sera inhumé dans quelques jours. On appelle nombreux au gymnase qui est en face du palais de justice. Le corps sera exposé le 2. Jusqu'à l'enterrement. L'enterrement se passera à Kanda le 3. Donc, le mot à dire, c'est que nous sommes là, on soutient la famille. Vraiment, c'est dur, mais on dit le nombre fait la force. Donc nous sommes là pour faire la force de la famille, leur soutenir, leur soulever. C'est une foule immense qui était présente pour accueillir le cercueil dans lequel la jeune étudiante était installée. Un élan de solidarité qui a retenu l'attention de la famille de Mademoiselle Bongo. Vraiment les moments à toute la famille. Et nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont assistés depuis là, depuis l'annonce de la mort jusqu'à ce moment. Nous disons merci à tout le peuple gabonais, sinon à toutes les personnes qui de près ou de loin ont porté Dina dans leur cœur. En plus de clamer justice pour sa petite fille, le grand-père de Dina interpelle la conscience sur les actes de barbarie. Disons que c'est un sentiment de tristesse. Voilà, quelqu'un qui va bien portant et il revient
dans un cercueil, c'est compliqué à expliquer. Vraiment, dire que ce genre d'acte ne doit plus se répéter. Parce que la terre, on est tous étrangers sur la terre. Que tu sois blanc ou noir, normalement, tu as le droit d'être où tu veux. Donc, ce genre d'acte, il ne faudrait plus que ça se répète. Le corps de Gina, 17 ans, avait été retrouvé le 26 mars dans une rivière de Karabük, une province du nord de la Turquie, où la jeune étudiante étudiait le génie mécanique. Et depuis lors, les parents, amis et connaissances sont inconsolables. On parle de caravane médicale pour les pensionnaires du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angondje. L'action sociale organisée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, le ministère de la Santé et des Affaires étrangères et l'ambassade de Chine qui a impacté plus de 71 enfants du centre au cours de cette caravane médicale. Ces derniers ont eu droit à un atelier culinaire afin de mieux apprécier la cuisine chinoise. Les tout-petits ont appris à préparer, par exemple, des raviolis, un mets partagé en toute convivialité entre les enfants, les membres de la fondation, de la première dame et les Chinois. Regardons, presse présidentielle. Le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale Cap-des abrite la caravane médicale Chine-Afrique. L'accès aux soins de santé pour les pensionnaires de cet unique centre d'accueil public s'inscrit dans le cadre de l'initiative conjointe entre la Chine et le continent africain au profit des enfants en situation sociale préoccupante. C'est donc une action prise entre l'épouse du président chinois Peng Lhuan et l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Cette vision s'est matérialisée au Gabon grâce à la fondation de la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba, le ministère de la Santé et des Affaires sociales, ainsi que l'ambassade de Chine au Gabon. Je pense que ce caravane nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de donner un coup de main aux enfants qui se trouvent ici au centre d'accueil et pour leur donner des soins médicaux, mais surtout des tests, n'est-ce pas, de santé pour ces enfants. Les pensionnaires dont l'âge varie entre 1 mois et 20 ans ont eu droit à des consultations en médecine générale, en pédiatrie, en ophtalmologie, en stomatologie, sans oublier les tests rapides de paludisme. Vous savez qu'on accueille tout type d'enfants en difficulté sociale et généralement ils arrivent pas toujours en très bon état de santé. Donc beaucoup ont des problèmes dentaires, beaucoup il est important que nous puissions faire un examen supplémentaire pour amoindrir les risques de contagion d'autres enfants lorsqu'ils sont placés au CAPEDES, donc au centre. Beaucoup par exemple des jeunes filles peuvent avoir des complications gynécologiques, des problèmes dermatologiques et autres. Et donc, étant donné que nous, en tant qu'institution d'accueil, nous avons pour obligation de leur garantir le meilleur état de santé possible, donc c'est un défi pour nous de pouvoir répondre à tous ces détails. On fait les examens optiques pour les enfants parce que nous voyez il y a quelques enfants qui ont des maladies aux yeux, ils sont fatigués, ils ont le douleur, donc on fait les examens pour les optiques pour les enfants. Cette année marque le 60e anniversaire de la mission médicale chinoise en Afrique. Au Gabon, nous dénombrons 2 hôpitaux, un à Libreville et l'autre à Franceville, fruit de la coopération sino-gabonaise. Rappelons que pour la première dame Sylvia Bongo Ondimba, la politique de protection de la petite enfance est une contribution essentielle à la construction d'une société plus forte, digne et plus égalitaire. Au nombre de ses activités dans la capitale cubaine, la vice-présidente de la République, Rose Cristiano Soukara Ponda, s'est entretenue avec la communauté gabonaise à Cuba. L'échange empreint d'émotion a permis de régler le cas de plusieurs jeunes compatriotes étudiants en situation difficile, conformément au principe d'égalité des chances soutenu par le chef de l'État Ali Bongo. Bienvenue Minko, presse présidentielle. La Havane, la capitale de Cuba, c'est cette ville et son centre historique au décor architectural rappelant l'époque coloniale espagnole. Une soixantaine de compatriotes gabonais vivent ici. Profitant de son séjour sur l'île, la vice-présidente de la République a tenu à rencontrer la communauté gabonaise de Cuba. Des instants riches en émotions. C'était vraiment merveilleux parce qu'elle est très gentille, madame la vice-présidente est vraiment très gentille de nous faire grâce, de nous aider. Donc c'est déjà une grâce qu'elle soit venue ici et qu'elle nous aide et qu'elle nous comprend. Elle a su ce qu'on vit. Vraiment, je voudrais lui dire merci. Pour te dire que je suis venue, j'étais un peu perplexe.
Mais lorsque je me suis approchée d'elle et que j'ai parlé, j'ai senti comme une mère. Elle nous écoutait, elle a compris. Chaque personne a eu son tour pour parler, elle était très à l'écoute, elle a pris note. J'ai vu en cette rencontre avec la vice-présidente sa générosité en nous voyant, nous, ces étudiants gabonais présents à Cuba, premièrement, comme ses enfants et comme les enfants du peuple. Pour cette rencontre, organisée au siège de la représentation diplomatique du Gabon à La Havane, Rose Christiane Osuka Ponda est venue écouter le cœur des Gabonais, des étudiants, pour la grande majorité avant de traduire en actes concrets la politique de l'égalité des chances impulsée par le chef de l'État. J'aimerais vraiment la remercier. Lorsque j'ai expliqué à Madame la vice-présidente ma situation par rapport aux frais de scolarité, elle m'a permis de bénéficier d'une année gratuite. Je peux dire que merci, même merci, c'est pas assez. Donc, elle va m'aider, elle va aider aussi d'autres étudiants. Franchement, c'est magnifique. Elle a décidé d'aider mes parents à payer et le reste de l'année en cours et l'année prochaine des études de médecine. Je la remercie énormément. Et voici donc une esquisse de l'égalité des chances soutenue par le chef de l'État. À tour de rôle, au cas par cas, chacun des 36 étudiants gabonais de Cuba ici ce jour a trouvé une oreille attentive. Vous savez que le chef de l'État tient à ce que les relations de Cuba soient très fortes. Et vous êtes en médecine, vous avez la possibilité d'avoir une bourse. Donc ça m'étonnerait que si vous faites une demande de bourse et que vous avez de bons résultats, que cette bourse ne vous soit pas octroyée. Loin, bien loin du pays et de leur famille, plusieurs de ces jeunes compatriotes étudiants n'oublieront certainement pas de sitôt cette rencontre avec Rose Christiane Osuka Ponda, la vice-présidente de la République. Une journée d'échange entamée au son de l'hymne national La Concorde qui aura permis de soulager pour bien longtemps les conditions d'études de nombreux jeunes compatriotes en situation difficile avant de s'achever avec cette belle photo de famille pour la postérité. Fin de séjour pour la vice-présidente de la République, Rose Christiane Osuka Ponda, en terre cubaine. Mais avant de quitter la Havane, celle-ci a notamment visité le centre d'ingénierie et de biotechnologie de la capitale cubaine. Objectif, s'imprégner du fonctionnement et des possibilités de partenariat de cette structure de référence mondiale au Gabon. Presse présidentielle. C'est l'ultime activité de son séjour officiel à Cuba. Au centre d'ingénierie et de biotechnologie de la Havane qu'elle a visité, la vice-présidente de la République a été édifiée sur les avancées de la nation cubaine dans l'industrie des biotechnologies et les opportunités de partenariat de la firme avec le Gabon. Pendant plus d'une heure, la rencontre de la Havane a permis de s'imprégner du fonctionnement de la structure pour donner un nouvel élan aux possibilités de partenariat dans le domaine sanitaire avec la République gabonaise. De renommée internationale, ce centre d'ingénierie et de biotechnologie est le maillon essentiel d'un des secteurs prioritaires de l'économie cubaine. Constituant une partie du portefeuille commercial de l'île, le centre d'ingénierie et de biotechnologie dispose d'une réserve de nouveaux projets de haute innovation capables de garantir à notre pays, le Gabon, des médicaments et des produits aidant à améliorer la santé et la qualité de vie des populations. On va cette fois-ci dans la commune du Wolentem pour parler d'un don de matériel d'équipement aux populations du 2e arrondissement de la ville d'Oyem offert par le ministre des Mines et de Géologie, Chêne Sylvestre Mesu-Mobian. Regardons. La politique de la matérialisation des actes sociaux auprès des personnes désœuvrées en manque de commodité sociale essentielle a été le thème de la tournée interquartier initiée par Chêne Sylvestre Mesu-Mobian au grand marché de Ngweba dans la ville d'Oyem, où il offre des équipements de travail aux femmes commerçantes afin de permettre leur réorganisation et de relancer leur activité commerciale après des destructions consécutives à l'opération Libérer les trottoirs qui leur a empêché pendant une longue période d'exercer leur commerce. Un remerciement qui est dans le cœur des jeunes. On ne remercie pas la public, c'est-à-dire que ce sont les parents qui sont là. Et nous disons que nous sommes derrière lui. Nous sommes là pour le soutenir en nous faisant
En tant que fils d'un Koumekeng, Chen Sylvestre Mesui-Mobian a fait preuve de solidarité et a familialement communié avec des femmes commerçantes du marché Ngwema de la ville de Yem, des notables et des jeunes représentants des différentes couches sociales. C'est qu'un début, on revient, vous comprenez le reste. Le président de la République vous dit merci pour votre soutien. Le chef de l'État souhaiterait que vous compreniez désormais qu'il faut fédérer pour avoir mieux. Et que lui, la grâce que Dieu lui a faite, il vous la renvoie. Merci. Cette frange de la population de la ville de Yem a affiché son satisfecit à l'endroit du bienfaiteur et l'a encouragé à poursuivre dans cet élan de solidarité. Et puis, 2250 milliards de dollars, c'est le montant que génère chaque année l'industrie cinématographique dans le monde. Quelle est la part de marché de l'Afrique et quelles sont les réelles difficultés du continent dans ce secteur? Plus de précisions avec Jean-Jacques Dougassa de la rédaction de TV+ Afrique. L'industrie cinématographique constitue, à n'en point douter, un véritable secteur pourvoyeur d'emplois à travers le monde en général et en Afrique en particulier. Selon les estimations, les industries culturelles et créatives génèrent au niveau mondial environ 2250 milliards de dollars chaque année, soit 3% du PIB mondial, et emploient 30 millions de personnes dans le monde. Mais quelle est la part du continent africain dans ce marché mondial? La part de l'Afrique et du Moyen-Orient dans ce commerce mondial n'est que d'environ 3%. Soit 58 milliards de dollars. L'industrie du cinéma et de l'audiovisuel contribue au PIB de l'Afrique à hauteur de 5 milliards de dollars et emploie 5 millions de personnes. Aujourd'hui, grâce à la généralisation de nouvelles technologies, du coût abordable des équipements numériques et la montée de plateformes en ligne comme Cinewax, Cinewamon, Iroko TV, Kweli, le cinéma africain se distingue peu à peu sur la scène internationale, avec l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes, notamment la sénégalaise Ramata Toulaïsi, Kauter Ben Ania de la Tunisie, la nigérienne Korode Aziz, pour ne citer que ceux-là. Le rapport de l'UNESCO, paru en octobre 2021, intitulé « L'industrie du film en Afrique, tendance, défis, opportunités de croissance », reflète la vitalité du cinéma africain, grâce aux technologies numériques. Cependant, une triste réalité subsiste, celle du potentiel économique des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, qui reste largement inexploité sur la quasi-totalité du continent. Cette industrie reste structurellement sous-financée, sous-développée et sous-évaluée. Selon la Fédération panafricaine des cinéastes, elle ne génère que 5 milliards de dollars de recettes annuelles sur un chiffre d'affaires potentiel estimé à 20 milliards de dollars. Des défis persistent également dans le domaine comme l'égalité de sexe et la liberté d'expression. Selon une étude de l'UNESCO, 87% évoquent des contraintes explicites ou autocensure sur ce qui peut être montré ou abordé à l'écran. Face au problème du chômage croissant en Afrique, l'industrie cinématographique se révèle comme une issue permettant aux jeunes Africains de se créer et s'affirmer dans la société. Allons à présent au Sénégal pour parler d'Ousmane Sonko. L'opposant sénégalais a été arrêté et ramené de force à Dakar et sa caravane de la liberté a été interrompue. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024 marchait depuis vendredi vers Dakar pour mobiliser ses partisans après avoir manqué son procès pour une affaire de viol dans la capitale sénégalaise. Un récit de Sidena Niman de la rédaction de TV+ Afrique. Les forces de l'ordre sénégalaises ont mis fin abruptement dimanche à la marche de l'opposant Ousmane Sonko à travers le pays en interpellant dans le sud et en le ramenant de force à Dakar. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, a invoqué les heurts entre partisans de M. Sonko et forces de l'ordre qui ont accompagné depuis vendredi le retour de l'opposant à Dakar, en convoi par la route et dans lesquels un homme a été tué. Il a fait valoir qu'Ousmane Sonko aurait dû faire une demande d'autorisation préalable avant d'organiser ce qu'il a appelé une caravane de la liberté.
Une source proche des autorités a précisé qu'Ousmane Sonko avait été interpellé près de Koungheul par les gendarmes et ramené par eux vers la capitale. Le ministre de l'Intérieur a rapporté que des armes avaient été trouvées dans le véhicule transportant l'opposant. Le sort d'Ousmane Sonko, engagé depuis 2 ans dans un bras de fer avec le pouvoir en vue de la présidentielle de 2024, donnait lieu à des spéculations depuis plusieurs heures. Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle mais menacé d'inéligibilité par des affaires judiciaires qu'il dénonce comme un complot de l'État, n'a plus donné de nouvelles publiques depuis dimanche matin. Son parti l'a déclaré introuvable et injoignable. Il a entrepris vendredi dans le sud du pays une marche de retour vers Dakar dont il comptait faire une démonstration de force. Le convoi a drainé des foules de jeunes supporters enthousiastes et été émaillé de heurts entre jeunes et forces de sécurité. La mobilisation des supporters d'Ousmane Sonko autour de lui a régulièrement donné lieu à des incidents et des troubles. En 2021, il avait été interpellé à Dakar alors qu'il se rendait en cortège à la convocation d'un juge dans une affaire de viol. Son interpellation avait contribué à déclencher plusieurs jours d'émeutes qui avaient fait au moins une douzaine de morts. Une chambre criminelle doit rendre le 1er juin un verdict très attendu contre lui dans la même affaire de viol présumé. Et puis, les soldats de la paix de la mission au Soudan des Nations Unies, au Soudan du Sud, des responsables gouvernementaux, des humanitaires, des partenaires diplomatiques et des membres de la communauté se sont réunis hier dans la capitale du pays, à Djouba, pour célébrer la journée internationale du maintien de la paix. C'est un récit de Maya Meza. Lors de l'événement, Nicolas Heinson, représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, sur le terrain a déclaré: Les soldats de la paix établissent des partenariats durables avec les communautés et les autorités locales, y compris les chefs traditionnels, les homologues gouvernementaux, les politiciens, les forces de l'ordre, les militaires acteurs, femmes, enfants et sociétés civiles au sens large pour la cause de la paix et du progrès. Le haut responsable de l'ONU, accompagné de Deng Deng, ministre par intérim des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Soudan du Sud, a inspecté une garde d'honneur composée de soldats de la paix de Chine, du Népal, de l'Inde et du Rwanda, et d'un groupe mixte de pays représentant la police des Nations Unies. À cet effet, comme indiqué dans le thème de cette année 2023, la paix commence avec moi. C'est innovant et inspirant car il met chacun de nous au défi de nous examiner et de faire ressortir la paix en nous et d'effacer ce qui nous entoure, et tout le monde du Soudan du Sud de vivre en paix. Au Soudan du Sud, 13 221 militaires, 1468 policiers, 2268 civils et 408 volontaires des Nations Unies servent avec dévouement et professionnalisme sous le drapeau des Nations Unies pour aider à bâtir un avenir prospère. Et puis, note sportive pour la boucle de ce journal. On parle de taekwondo et des championnats du monde qui se déroulent actuellement en Azerbaïdjan, à Bakou, où 3 Gabonais sont déjà éliminés de la compétition. Il s'agit d'Amar Sissé, le jeune Moubélé et Urgence Maria Mouega. Plus de détails dans ce reportage. Rien ne semble plus aller pour les ambassadeurs du Gabon présents au championnat du monde de taekwondo qui se déroule en Azerbaïdjan à Bakou. Décidément, le Gabon peine à réaliser de grandes performances lors de ces championnats du monde-là. Des 6 athlètes gabonais présents à Bakou, il n'en reste plus que 3, car Amar Sissé, Haroun Moubélé et Urgence Maria Mouega se sont fait sortir de cette compétition. Amar Sissé, quant à lui, s'est fait lyncher lors de la première journée face au Kazakh Eldar Birimbey, ce lundi 21 mai 2023. Une défaite expéditive qui a laissé un goût amer chez le taekwondoïste gabonais. C'était également le cas du jeune Haroun Moubélé qui n'a pas eu de chance, pensant que cette deuxième journée du mardi devrait être positive pour en sauvant quand même l'honneur. Cela n'a guère été le cas avec la prestation de Urgence Maria Mouega qui, malgré, aura passé ce premier tour en venant à bout de la brésilienne Thaïssa Da Silva, s'est finalement fait accrocher par la jordanienne Roma Al-Rub lors de son deuxième combat. Une élimination
synonyme de déception. Pour l'heure, seul Anthony Obam, chez les plus de 87 kg, Teddy Lesakolo, chez les moins de 80 kg, et Séverin Don, chez les moins de 63 kg, sont les derniers espoirs du vert jaune bleu. Sinon, les piètres prestations des championnats du monde du Mexique, il y a quelques mois, seront encore répétées. C'est la fin de cette édition d'information du 20h. Restez toujours fidèles au programme de TV+. Quant à moi, j'aurai le plaisir et la même envie de vous informer demain lorsqu'il sera 20h. D'ici là, portez-vous bien.